Oui, il y en a partout. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour Alain Grèche, spécifiquement. D'abord, en tant que confrère, voilà, j'ai le plus grand respect pour vous, sachez-le, et j'ai un respect immense pour votre carrière et votre travail. Et en fait, j'avais une question par rapport aux médias français et américains. Je crois que ça a été mentionné un peu tout à l'heure. Bizarrement, dans les médias américains, même mainstream, comme CNN par exemple, on voit beaucoup plus d'avis divergents, on voit beaucoup plus de tribunes, d'interviews également de gens qui ont aussi une parole un peu différente, davantage en défense des Palestiniens, alors que par ailleurs les États-Unis sont le plus grand, bien sûr, pourvoyeur d'armes à Israël, que sous Trump, bien sûr, le soutien américain est plus fort que jamais pour Israël. Et pourtant, dans les médias américains mainstream, on voit encore des choses différentes, des tribunes, des interviews, avec un son de cloche un peu différent. Et en France, il n'y a pas ça du tout. C'est une chape de plomb totale, en tout cas dans les médias, on va dire mainstream. Comment, Alain, vous l'expliquez, vous, et peut-être en miroir avec votre propre bannissement, si j'ose dire, aussi des médias mainstream. Comment vous expliquez cette différence assez colossale entre États-Unis et France, entre les différentes idées qu'on peut entendre, voilà. Oui, bon, je crois que si on rentre sur la différence entre les médias américains et français, on rentre dans un débat très large, parce qu'il y a une culture qui n'est pas la même, etc. En même temps, il faut faire attention au miroir grossissant. Ce que nous, on voit ici des médias américains, c'est CNN, c'est-à-dire un média international. Le Washington Post et le New York Times, même si le New York Times a des positions assez pro-israéliennes, ce n'est pas les médias mainstream. Alors qu'en France, nous voyons les médias mainstream. Mais je crois qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'un des aspects de ce qui s'est passé depuis 7 octobre, c'est qu'en gros, la France est, avec l'Allemagne, le pays où il y a eu le plus de répression par rapport à l'expression palestinienne. Il n'y a pas un pays où il y a autant de gens qui se font poursuivre pour apologie du terrorisme, etc. Et ça pèse non seulement sur les manifestations, mais ça pèse sur les confrères. C'est-à-dire, je ne sais plus qui disait, moi je n'ai aucun mérite. Franchement, je veux dire, à la fois à cause du média dans lequel je travaille, et puis parce que j'ai passé l'âge de m'interroger quel va être mon avenir professionnel. Mais ce que disait l'invité que j'ai oublié, il a raison. Il y a des journalistes qui ont peur aujourd'hui de prendre position sur la question de la Palestine, mais il n'y a pas qu'en France, hein, je veux dire. Il y a aussi aux États-Unis. Mais la France, moi, ça m'a frappé parce que en 20 ou 25 ans, on a assisté à un vrai tournant sur la politique française, d'une politique qui était qualifiée à tort de pro-arabe, mais qui avait une certaine empathie à l'égard des Palestiniens, où il y avait des partis politiques. Imaginez-vous, les Républicains aujourd'hui, c'est l'héritier du parti gaulliste. C'est eux qui demandent qu'on transporte l'ambassade de France à Jérusalem. Donc là, il y a tout un changement qui a eu lieu, bon, on peut en analyser les raisons, mais qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment un pays où il y a une répression particulière. Mais bon, n'idéalisons pas les médias américains à partir de la lecture du Washington Post et de CNN. Je voudrais juste ajouter que la criminalisation qu'il y a eu fait qu'un certain nombre de jeunes chercheurs palestiniens, franco-palestiniens, à qui je disais mais il faut aller dans les médias parce qu'il faut aller exprimer, me disaient mais on ne peut pas y aller, nous on ne peut pas prendre le risque, on est dans une situation extrêmement précaire et donc qui sont en début de carrière hein, et qui ont envie de travailler, qui ont envie de continuer leur recherche et qui ont dit très clairement, c'est pas par lâcheté ou autre, mais on ne peut pas et on ne peut pas les exprimer. Et ce qui a rendu aussi, du coup, une grande difficulté à entendre certaines voix qui auraient pu s'exprimer. Et comme le dit Alain, nous, on peut y aller maintenant, on n'a plus rien à attendre. On prend une autre question ? Oui. Bonjour. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas du milieu du journalisme, donc peut-être que la réponse peut être évidente pour certains, mais ma question, en gros, c'était pour rebondir autour de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au lendemain du 7 octobre où il fallait absolument condamner la masse pour avoir le droit de s'exprimer, comme s'il y avait une espèce de biais du survivant. Du coup, seuls ceux qui condamnent ont le droit de parler, et du coup, visuellement pour le public, il fallait absolument être du côté d'Israël pour pouvoir parler. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était... est-ce que c'était quelque chose de délibéré de la part des rédactions de demander nécessairement aux personnes qui sont invitées, demander plutôt aux journalistes de demander...
pas comment dire, mais en gros, c'était une demande délibérée des rédactions de dire aux journalistes Non. de demander à la personne de condamner ou non, ou comment ça s'est fait Non, il n'y avait concrètement? même pas besoin de ça. Il n'y avait même pas besoin de ça. Face à ce qui s'est passé le 7 octobre, la réaction était telle que c'était implicite qu'il y avait cette condamnation qui devait venir, mais il n'y avait aucune injonction à le faire. Mais d'une certaine manière, c'était complètement intégré. C'est-à-dire qu'il fallait absolument dénoncer de la façon la plus ferme qui soit, pour pouvoir avoir accès et pour pouvoir s'exprimer. Moi, je reconnais que j'ai accepté, si je puis d'une certaine manière, de dénoncer peut-être trop, mais parce que moi, je trouvais important de pouvoir continuer à parler et à pouvoir m'exprimer dans les médias. Et peut-être que c'était trop, mais ça a été aussi, je me suis rendu compte que finalement, il fallait, d'une certaine manière, que j'en passe par là, et ce qui m'a permis de continuer à pouvoir m'exprimer. Et je pensais que c'était important. Alors c'est peut-être très prétentieux de ma part, mais de pouvoir continuer à avoir accès aux médias et de pouvoir dire des choses. Voilà, mais c'est de manière implicite, il n'y avait pas besoin d'une injonction plus que injonction implicite, si je puis dire. Et une injonction implicite qui est des fois... Vous savez, on n'est pas en dictature ici. Je veux dire, on n'est pas un pays totalitaire. Il y a des médias qui existent. Le Monde diplomatique, Orient 21, Arrêt-sur-Image. Et bon, pour l'instant, on ne nous a pas arrêtés. Mais il y a une voix dominante. Il y a une voix qui domine et qui fait que tout le monde, finalement, pense pareil. Et ce qui est comme dans un pays totalitaire, mais beaucoup plus efficace que dans un pays totalitaire. Parce que dans un pays totalitaire, tout le monde comprend que l'information, elle est manipulée. Chez nous, on ne le comprend pas, mais malheureusement, elle l'est aussi. Merci beaucoup. On va laisser la place à la deuxième table ronde. Je voudrais juste dire un petit mot pour nos confrères de Reporters Solidaires qui ont affiché cette magnifique banderole, qui font un travail assez exceptionnel pour défendre nos confrères palestiniens dans un milieu où, il faut le dire très clairement, moi je trouve que nos confrères se bougent pas beaucoup et ont peu de cas pour le sort de nos confrères palestiniens. Donc bravo à eux. Voilà. Et merci beaucoup aux participants de la première table ronde et à Élodie qui l'a animée. Donc j'appelle maintenant Benjamin Barthes et les participants de la deuxième table ronde qui sera consacrée à l'aspect plus pratique, terrain. Et pendant qu'ils s'installent, je voudrais signaler que des jeunes confrères des écoles de journalisme ont publié 2 tribunes en 2024, puis à nouveau en juin 2025, pour exiger une information complète et honnête sur Gaza et qui ont obtenu plus de 800 signatures. Certains, je crois, se trouvent dans cette salle. Donc il y aura une deuxième salle de questions après la deuxième table ronde et ceux qui sont frustrés de ne pas avoir pu poser la leur à la première pourront le faire à cette occasion. Donc j'appelle les participants de la deuxième table ronde à rejoindre Benjamin qui ne peut pas rester tout seul. Bon, Galaer Fenguit, qui a dû partir parce qu'il a une émission à 18h, aurait dû initialement participer à la seconde. Ça fait que les débats seront peut-être un peu moins stressés par le temps et on pourra laisser aussi plus de place aux échanges avec la salle. Bon, eh bien, écoutez, on continue donc avec ce deuxième débat où on va un peu réfléchir après ce tableau critique qui a été brossé par les précédents intervenants. On va essayer de répondre et d'expliquer comment, dans un paysage très compliqué, avec des conditions de fabrication compliquées, des conditions de production de l'information compliquées, comment nos médias ont essayé de naviguer et de travailler. Alors, il y a avec moi 2 intervenants, Hala Kodmani, qui travaille pour Libération, qui est spécialiste du Moyen-Orient, de la Syrie et puis de Gaza notamment. Et puis Nicolas Cortés, qui est photographe, photojournaliste indépendant, qui a travaillé depuis de longs mois déjà en Cisjordanie,
qui en revient, notamment dans la région de Massafer Yatta, c'est le sud de la Cisjordanie, qui est le théâtre de ce film que certains d'entre vous ont peut-être vu, No Other Land, qui a été diffusé sur les écrans français il y a quelques mois. Et puis alors moi je suis animateur, mais je vais participer aussi un petit peu. Donc je me présente, je suis Benjamin Barthes, je suis le chef adjoint du service étranger du Monde. J'ai été correspondant à Ramallah en Cisjordanie pendant de nombreuses années, et puis j'ai ensuite été correspondant à Beyrouth, correspondant régional au Moyen-Orient pour le journal Le Monde. Et donc maintenant je suis le Middle East Editor, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je suis au sein de la chefferie internationale du Monde sur l'international. Je suis la personne qui supervise un peu la couverture des événements du Moyen-Orient et donc de Gaza en particulier. Avant de vous donner la parole, je voudrais rebondir sur ce que les précédents intervenants ont dit et qui ont détaillé les biais, les problèmes sémantiques, notamment auxquels la couverture de Gaza fait face. Je voudrais rajouter quelques autres défis qui nous sont posés, qui sont davantage des défis qui ne sont pas forcément des défis éditoriaux, mais qui aussi expliquent la difficulté à laquelle nous autres journalistes, on est confrontés face à cette histoire de Gaza. La guerre de Gaza, c'est d'abord un conflit d'une extrême intensité et d'une extrême rapidité. Il y a eu évidemment le 7 octobre, mais également dans les événements qui ont suivi, dans l'offensive israélienne qui a suivi le 7 octobre, une stratégie de choc et d'effroi, quelque part, d'extrême rapidité des événements, qui a fait que nous autres journalistes, on s'est retrouvés à devoir courir après cette actualité en permanence. Il y a également une extrême violence. Alors, excusez-moi, et sur cette extrême intensité, ça pose la question des ressources humaines. Pas tous les médias ont les moyens en termes de personnel pour pouvoir mobiliser le nombre de journalistes nécessaires à la couverture de cette actualité foisonnante, extrêmement rapide. Après, il y a l'extrême violence du conflit. Et cette extrême violence, elle pose une autre question à nous, qui est celle de l'exposition de nos journalistes à une actualité absolument déprimante, absolument atroce, et qui génère une véritable fatigue, même plus qu'une fatigue. Hein. Je vais vous dévoiler un petit secret maison, mais au monde, on a eu sur l'année 2004 pas moins de 4 journalistes qui se sont retrouvés en burn-out. Parce que cette actualité, elle est extrêmement éprouvante, et donc les journalistes qui sont amenés à la couvrir, il y a un contre-coup psychologique à ce travail-là. Et donc ça pose encore une fois la question des ressources humaines et de comment on organise nos équipes, nos rédacteurs, pour essayer de tenir la route, de tenir sur la longueur le travail. Ensuite, il y a un troisième défi, et ça on en a déjà un peu parlé, c'est cette pression de l'extérieur, que moi j'appelle une forme de police de la pensée, qui s'est abattue sur tous les médias et à laquelle les journalistes sont plus ou moins sensibles en fonction de leur seniorité, je dirais, en fonction de leur expertise, et puis en fonction aussi du type de relations internes aux médias, entre la direction, entre les journalistes, etc. Enfin, tout ça, tous les médias ne sont pas des organes où le travail est forcément simple, où il est aisé de s'exprimer, etc. Donc ça, c'est un troisième niveau de difficulté. Et puis le dernier, on en a beaucoup parlé déjà, mais je pense qu'on reviendra, c'est évidemment l'impossibilité d'accès à Gaza. Donc je vais donner la parole à Hala. On a passé en revue beaucoup de difficultés,
tu es à Libération. Comment à Libération, mais vous avez réagi? Quel dispositif vous avez mis en place pour essayer d'être à la hauteur de toutes ces difficultés et puis à la hauteur de la gravité des événements? Merci, bonsoir à tous. Je voulais juste faire un petit commentaire pour commencer, pour dire qu'on va peut-être parler exactement des médias des autres que ceux qu'on a mentionnés dans la première table ronde, où on ne s'est pas reconnu du tout, où la couverture médiatique est vraiment réduite en France aux plateaux télé, qui sont un phénomène extrêmement français. On ne voit pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne où il n'y a pas 5, 6 plateaux par jour, et on a plein de chaînes info. Et on a l'impression que c'est ça, les médias, que c'est là. Heureusement pour nous, il y a des gens qui lisent des journaux, qui lisent divers journaux, on est quand même dans un pays où une diversité médiatique, il y a une offre, il y a une diversité d'opinions, heureusement. Et voilà. Bon, alors pour revenir vraiment précisément à Libération, je crois qu'à Libération, on a été un peu l'exemple du choc et de l'embarras, quelque part. Si je dois revenir chronologiquement, bien sûr, il y a eu le 7 octobre, il y a eu le choc, là, on a parlé d'un seul côté. Et puis, maintenant, on est à 2 ans. Je veux revenir sur 2 années de guerre intense sur Gaza. La grosse difficulté, c'est évidemment de pallier à cette absence. On n'a pas d'information. On l'a bien sûr grâce aux journalistes palestiniens. On a, je pense, fait un effort considérable et qu'on continue à le faire grâce notamment à des jeunes journalistes absolument passionnés qui peuvent passer des heures à travers les réseaux sociaux pour contacter des familles à Gaza, pour recueillir des témoignages. Et on le refait régulièrement à chaque fois qu'il y a un nouveau choc, et malheureusement il y en a beaucoup. Et ça, c'est vraiment des très jeunes journalistes qui sont parfois des alternants et qui passent des heures sur WhatsApp, etc., malgré les difficultés d'Internet à Gaza. Et tout ça. Donc ça, c'était vraiment le point où on a pu se raccrocher, d'avoir directement les récits des victimes, des récits des familles, les récits des gens qui sont en train de vivre l'invivable. Et alors, bien sûr, à Libération, c'est un lieu de débat, hein, que ce soit sur Gaza ou autre chose. Alors, déjà qu'on est prêt à débattre et à s'engueuler tous les jours en comité de rédaction à tout propos, parce que notre comité de rédaction, c'est vraiment un grand rassemblement, tout le monde participe, il n'y a pas que les chefs de service, il n'y a pas que les journalistes concernés, tout le monde peut venir et tout le monde peut intervenir. Et c'est vrai que, Gaza, évidemment, comme tous les autres sujets, mais beaucoup plus depuis 2 ans, revient, on s'engueule tous les quelques jours sur Gaza. C'est évident. On n'a pas tous la même sensibilité, mais on se le dit des choses. Après, le résultat, c'est qu'on essaye, autant que possible, encore une fois, de repenser Gaza, de remettre en lumière ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'au bout de 2 ans, on a aussi ce phénomène de lassitude, malheureusement. Et puis on a une sorte de nouvelle injonction de « oh là là, il ne faut pas trop être anxiogène tout le temps ». Attendez, pour le week-end, on va quand même s'il y a eu un gros massacre, là, le journal du week-end, c'est un peu embêtant de mettre Gaza à la une quand les gens veulent partir en week-end ou parce que c'est les ponts du mois de mai, etc. Ce sont là vraiment les réalités tu t'es parisiennes. Effectivement tu t'es heurté à des remarques de la sorte. Ah oui. On met pas Gaza en début de week-end? Oui. En une? Oui. Enfin, sauf si vraiment on a eu du Gaza, mais ça existe. Là,
parce que, bon, après, le journal, si on continue à mettre du Gaza à la une, ça va se vendre encore mieux. Surtout que, bon, Libération est quand même un journal de une. Et on a fait, je crois, des unes remarquables sur Gaza, expressives, et en se focalisant, enfin, depuis l'hôpital Esh-Shifa au début en novembre-décembre 2023, jusqu'à plus récemment la famine, plus encore là, quand il y a eu la dernière offensive qui se poursuit sur la ville de Gaza, on remet Gaza à la une. C'est presque pas une obligation, mais on trouve ça normal. Et quand on dit à la une, ça veut dire l'événement, ça veut dire 4 ou 6 pages ou 8 pages à la suite. Donc, bon. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Bon, on ne peut pas, évidemment, sur le plan, quand je raconte ces événements à Gaza, dire qu'il se passe un peu la même chose en Israël. Non. Alors, de temps en temps, il faut quand même rappeler les familles des otages. Là où il y a le souci d'équilibre, c'est quand on veut faire des événements particuliers, par exemple l'anniversaire du 7 octobre. Là, il faut faire autant de pages chez les Palestiniens que chez les Israéliens. Si on passe une tribune très engagé pour les Palestiniens, il faut très vite essayer de solliciter un écrivain israélien. Et inversement, avec certaines difficultés quand même de trouver, voilà, à propos. Bon. Mais bon, globalement, je crois qu'on ne peut pas rougir de la couverture qu'on a pu faire à Libération, même si, encore une fois, c'est sujet de débat. Une question peut-être sur, ça revenait dans le précédent débat, l'absence de voix palestinienne. À Libération, je crois que vous avez pris le parti de donner la plume de manière assez régulière à une jeune femme qui est psychologue pour une équipe de MSF à Gaza. Qui travaille pour... oui, elle a une sorte de chronique. Mais ça, on a toujours été à l'affût de ce genre. Bon, c'est une jeune femme qui travaille pour MSF à Gaza et qui, la première fois, je crois, spontanément nous a envoyé un texte et du coup, on lui a dit, quand vous voulez, en fait. Et il y a une chronique qui revient assez régulièrement, irrégulièrement, mais assez fréquemment quand même. Non, cette ouverture vers les témoignages de tout ce qu'on peut sortir de Gaza, on essaye de le faire. On l'a fait évidemment pour les familles gazaouis qui sont venues en France, que ce soit pour les enfants qui ont été accueillis pour des raisons médicales ou pour des victimes. Bon, on a fait mais vraiment des récits au long, sur 2-3 pages, sur tout leur vécu, sur comment toutes les épreuves qu'ils ont dû endurer. Et tout ça. Non, c'est vraiment le côté témoignage de Gaza direct, c'est une priorité. Et dès qu'on a un témoignage, on saute dessus et on lui donne vraiment la place qu'il mérite. Alors, je vais parler un petit peu en vis-à-vis de ce qui se passe au journal Le Monde où je travaille. Alors, au Monde, on a la chance d'avoir une équipe sur le Proche-Orient et sur Gaza en particulier, qui est relativement, riche en termes de nombre de rédacteurs et puis riche aussi en termes d'expérience. On a parmi nos rédacteurs des gens qui ont été correspondants à Jérusalem ou dans les territoires occupés par le passé. Bon, moi-même, j'en suis un exemple, mais on a d'autres correspondants. Donc il y a une mémoire au sein du journal de ce conflit qui nous a permis, je pense, j'ai pas envie de faire de la promo pour Le Monde non-stop pendant ce débat, mais qui nous a permis, je pense, d'apporter les éléments de contexte et d'histoire qui ont pu faire défaut à d'autres médias, notamment à ces chaînes d'information en continu qui ont beaucoup contribué aux critiques qu'on a pu entendre dans le premier débat.
quelque chose qui m'a amusé au début du conflit, c'est que j'avais produit très très vite après le 7 octobre, j'ai produit un papier qui, je pense, s'appelait la histoire de la poudrière de Gaza ou quelque chose comme ça, qui justement revenait un peu sur les 20 précédentes années. Enfin, j'ai dû faire commencer le récit à Oslo, et avec quelques coups dans le rétroviseur sur le passé très très riche de Gaza dans l'Antiquité. Et bon, c'était un papier en fait que j'ai écrit assez rapidement parce que, ayant vécu 9 années en Palestine, enfin entre la Palestine et Israël, j'avais eu l'occasion d'aller très souvent à Gaza, et donc j'avais toute cette histoire, tout ce background, je l'avais en tête. Pour moi, c'était relativement simple à raconter. Et ce qui m'a fasciné, c'est que une chaîne d'information en continu française s'est emparée de mon papier et l'a quasiment lu intégralement, enfin pas intégralement, mais on a extrait de très très nombreux passages en créditant mon journal. Donc tout cela était parfaitement confraternel, mais ça donnait en fait l'idée que pour toute cette chaîne, enfin pour une grande partie de cette chaîne et de ces journalistes, c'était quelque chose de neuf. Alors que moi, ça m'avait apparu, somme toute, assez banal, que c'était une mise au point, un petit topo historique et contextuel relativement simple à faire. Mais pour cette chaîne info, ça avait été un moment extrêmement, inhabituel dans leur récit, à tel point que la séquence sur les réseaux sociaux a tourné pendant de nombreux mois. Donc voilà, on a au monde cette somme d'expériences qui nous permet de, je pense, produire un travail qui n'est pas exempt de reproches, évidemment, hein, mais qui au moins essaie de faire justice à la complexité de cette guerre et de ce qu'on appelle désormais un génocide aujourd'hui. Et puis aussi, on a la chance d'avoir un dispositif à l'international qui nous permet... Génocide, madame. Et donc on a aussi un dispositif dans la région qui nous permet aussi de raconter la résonance régionale. Donc on a des gens à Beyrouth, on a des gens au Caire qui contribuent à raconter comment la dynamique diplomatique autour de la guerre. Et puis aussi on a évidemment une équipe à Paris qui fait le travail de contact avec Gaza de manière extrêmement régulière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a évidemment beaucoup insisté, beaucoup investi d'efforts, beaucoup mobilisé de ressources humaines, et donc ça donne lieu à des récits qui essaient d'être des reportages, même s'ils n'en sont pas dans la mesure où on n'est pas sur le terrain, mais disons que c'est ce qui essaie de se rapprocher de la forme de reportage, en appelant des gens, en les faisant témoigner, en recoupant les sources pour essayer de raconter ce terrain auquel on n'arrive pas à accéder. Alors, il y a Nicolas qui est avec nous. Nicolas, toi, tu travailles sur la Cisjordanie, mais évidemment, j'imagine que tu suis ce qui se passe à Gaza et tu suis ce qui s'écrit sur Gaza. Quel regard tu portes sur la production médiatique? Et puis tu as écouté le premier débat. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, les remarques qui ont été faites durant ce premier débat? Bonjour tout le monde. Oui, moi en fait, la plupart du temps, je travaille la quasi-totalité de mon temps en Cisjordanie depuis 2019. J'ai jamais travaillé sur Gaza, donc je regarde tout ça avec de la distance. Quand je suis rentré en 2019 en Palestine pour la première fois, j'avais l'occasion de pouvoir y aller, mais j'avais pas pu y aller. Parce que pour aller travailler à Gaza, il faut avoir la carte de presse israélienne, la carte de la GPO, que j'avais pas pu obtenir. Mais c'est toujours... quand on est en Cisjordanie, en fait, les gens sont directement rattachés à Gaza. Donc,
quand on est sur place, en fait, on vit l'actualité, ce qu'on voit de Gaza, on le voit différemment qu'on le voit quand on est en France à travers les médias. Et on le voit différemment quand on est sur place en Cisjordanie occupée, où on voit comment les gens sont touchés, ils ont leurs proches sur place, ils sont connectés directement. Donc voilà, mais pour moi, mon travail, en fait, c'est justement ce que j'essaye de faire à travers mon travail en Cisjordanie, c'est de faire en sorte de ne pas oublier la Cisjordanie, parce que dans tous les médias, en fait, chaque fois, on parle la Palestine-Gaza, et en fait, on oublie que quand même, la Palestine, c'est aussi la Cisjordanie occupée. Et c'est complètement, enfin pas complètement, mais c'est souvent un peu effacé, parce que quand on voit ce qui se passe à Gaza, c'est tellement terrible que la Cisjordanie peut paraître pour les médias pas assez important, ce qui se passe sur place, alors que ce qui est en train de se passer en Cisjordanie occupée, c'est très grave, et on est en train d'atteindre un niveau où il n'y a pas de retour qui va être possible si ça continue comme ça. Et je trouve qu'on n'alerte pas assez. Enfin, il y a eu tous les Palestiniens qui ont été virés des camps expulsés des camps de réfugiés à Jenin, à Tourkarim. Et au-delà qu'ils aient expulsé les gens de ces camps de réfugiés, en fait, c'est un effacement de l'histoire, un effacement du retour des réfugiés, en fait, qui n'a jamais eu lieu depuis plus de 70 ans. Et en fait, cette partie-là est en train d'être effacée. Et voilà, en fait, je trouve que c'est aussi hyper important de parler de la Cisjordanie occupée, parce que tout ce qui se passe là-bas, en fait, il y a des espèces de trous noirs médiatiques qui commencent à s'installer, comme à Gaza. Par exemple, ça c'est important, c'est-à-dire que ce qu'on a évidemment tous constaté à Gaza, et qui a été l'obstacle numéro 1 à une production journalistique, ça se retrouve aussi de manière plus parcellaire, mais on voit les prémices de quelque chose de similaire en Cisjordanie. Ouais, c'est ça exactement. Mais par exemple, pour les camps de réfugiés, moi j'étais allé pour un article pour Mediapart, mais on n'a pas pu accéder aux camps de réfugiés, en fait. On a pu juste tourner autour, on a essayé de passer, et puis il y avait quand même, il faut pas l'oublier, il y avait quand même quelques collègues qui étaient allés la semaine avant, ou jusque quelques jours avant, et d'autres qui y sont retournés même le mois d'après, et qui ont été ciblés par des snipers de l'armée israélienne qui envoient. L'armée israélienne qui envoie toujours un peu des signaux, un laser sur le gilet pare-balles, même si on l'identifiait en tant que journaliste. Et en fait, c'était impossible de documenter depuis l'intérieur des camps de réfugiés. Mais c'est pareil aussi, par exemple, pour Massafir Yatta. Massafir Yatta, quand j'y étais en 2019, c'était beaucoup plus facile pour documenter, déjà pour se déplacer dans toute la Cisjordanie occupée. Et puis, quand il y avait, parce qu'à Massafir Yatta, il y a beaucoup de démolitions. Et par rapport à la proximité avec les colons, il y a énormément d'attaques de colons. Et pour les démolitions, en 2019 et même 2024, c'était plus accessible. En fait, moi, j'arrivais toujours en insistant à passer et à photographier une démolition de près, ou les visages. Mais là, maintenant, en fait, l'armée israélienne ou les colons, puisque les colons maintenant sont habillés, ce qu'ils appellent la défense civile, ils sont des tenues de militaires, ils sont armés comme des militaires, donc souvent on ne fait plus la distinction entre colons et militaires. Et ils sont tous masqués, et c'est vrai que même pour documenter même les démolitions, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'avant je pouvais m'approcher de la démolition, mais maintenant ils nous sortent une espèce de papier qui est écrit en hébreu, où ils nous gueulent dessus, ils sont hyper menaçants, ils sont beaucoup plus violents qu'avant, et du coup il y a une distance qui est beaucoup trop grande pour pouvoir documenter les démolitions, par exemple. Et c'est pas que ça, c'est les attaques de colons, c'est de plus en plus, et ils appellent ça maintenant, ils disent que c'est toujours des zones militaires, et vous n'en avez pas le droit d'être présent sur une zone militaire pour votre sécurité. Et en fait, ce qu'ils ont fait à Gaza, ils sont en train, en fait, ils testent, en fait, c'est toujours des tests, ils sont en train de le reproduire sur la Cisjordanie, où on n'a pas pu documenter de l'intérieur l'expulsion des camps de réfugiés, et on ne peut pas documenter ce qui se passe souvent en zone C, puisque la zone C, c'est quand même sous contrôle total israélien, et ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je l'ai ressenti de 2024 à 2025, où ça devient de plus en plus compliqué de documenter les violences de colons ou les violences de l'armée israélienne. Le terrain devient de plus en plus compliqué, en tout cas. Il y a un terme qui a cristallisé beaucoup de débats. On en a eu un écho dans la première table ronde, c'est le mot terroriste. À Libération, quelle a été votre politique sur l'usage de ce mot? Est-ce qu'on l'utilise? Comment? Dans quelles circonstances? Etc.
Alors, bizarrement, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Oui. Alors que on a un débat sur les mots et sur plein d'autres choses. J'ai pas souvenir d'un vrai débat. Considérer que le Hamas est un mouvement terroriste, oui. Ça, c'est une donnée admise. On n'a pas de nom obligé. Il n'y a pas de truc imposé. Moi, quand j'écris le 7 octobre, je dis l'attaque du 7 octobre. C'est un terme assez neutre, si je peux dire. J'ai pas besoin d'en faire plus. D'autres diront l'attaque terroriste. On peut écrire ça. Bon, je crois que tout simplement, on a été très souple sur la question. Et bon, ça n'a pas vraiment été un dilemme. Alors, c'est amusant parce qu'au monde, c'est un peu le miroir inversé. On ne dit pas Hamas mouvement terroriste. En revanche, on dit attaque terroriste. Alors, on ne dit pas Hamas mouvement terroriste, et c'est quelque chose qu'on a pu nous reprocher au sein du journal, mais l'une des chances de notre collectif au service international, c'est qu'on est à peu près solide sur nos bases, et on a une expérience qui nous permet d'argumenter et d'essayer de faire valoir nos arguments face à d'éventuels débats en interne. Donc en fait, on a considéré que dire Hamas mouvement terroriste, c'était une façon d'essentialiser un mouvement qui certes pouvait recourir à un mode opératoire terroriste, mais qui pouvait recourir aussi à un mode opératoire de lutte armée contre des forces d'occupation, ce qui est reconnu dans le droit international, qui est aussi un mouvement politique, un mouvement social charitable, avec toute une activité caritative, etc. Donc en fait, on a fait attention à ne pas comment dire, l'étiqueter comme ça, quand on sait aussi à quel point le terme peut charrier des connotations extrêmement disqualifiantes. En revanche, sur les événements du 7 octobre, oui, on a dit attaque terroriste. Et alors, au sein du journal, ça peut être quelque chose d'extrêmement comment dire, impératif. Et dans les chefferies diverses et variées, des fois, le terme est rajouté. Voilà. Après, ce qui nous semble, nous, intéressant, c'est au-delà de ces bagarres sémantiques, c'est d'arriver à décrire au plus près les actions de l'armée israélienne à Gaza, et même si on n'a pas forcément toujours comment dire, la qualification juridique, judiciaire définitive, en tout cas de raconter les bombardements indiscriminés, les déplacements forcés de population, les violations des droits humains en prison, les agressions sexuelles qui ont lieu d'après de nombreux rapports convergents des organisations de défense des droits humains qui ont lieu dans les centres de détention israéliens, etc. Tout ça, on essaie évidemment de le détailler, de le documenter et de le raconter avec autant de témoignages possibles. Et j'imagine qu'à Libération, c'est aussi un travail auquel vous vous livrez. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vraiment le côté documenté. Oui, aussi. Ce qu'on a du mal, il est vrai, d'une part, parce que Gaza, évidemment, encore une fois, on a même tenté de convaincre certaines ONG d'aide humanitaire de rentrer dans leur paquet, pour vous dire jusqu'à quel point on était prêt à aller pour rentrer dans Gaza, ce qui était évidemment impossible. Ce qui est beaucoup plus difficile à documenter,
on le fait à travers des témoignages, mais ce sont effectivement les agissements de l'armée israélienne. Là, c'est le double blackout, parce qu'on est hors du terrain, donc on ne peut pas observer ça. On peut, et malgré ça, j'allais dire, bien que tous les agissements de l'armée israélienne ne sont pas documentés, sont difficiles à rapporter et à détailler. Mais finalement, ils sont tellement énormes maintenant, tellement brutaux, tellement meurtriers, tellement que ce n'est même plus la peine presque de documenter plus que ça. On en est à, bon, c'est tellement barbare, sauvage, c'est-à-dire que c'est presque un consensus, on voit très bien, il n'y a plus besoin d'en faire plus. Voilà, c'est devant nous, c'est tous les jours, c'est dans chaque image de Gaza, chaque tente qu'on voit au bord de l'eau, de chaque famille. Donc, il suffit de mettre des photos, parfois, simplement une photo. Et voilà, on voit ce que l'armée israélienne a fait. C'est pas la peine d'aller comme le font très bien les rapports des droits humains, de telles violations en particulier, qui relèvent de tels crimes de guerre, ou de tel génocide, ou de tel article, etc. Je crois qu'on est arrivé à une telle extrémité de violence et d'atrocité que tout le monde est d'accord maintenant. On le voit très bien. On parle à n'importe qui. Attendez, on va avoir des questions dans quelques minutes. On aura des questions, vous aurez la parole. Laissez-nous finir, s'il vous plaît. On vous répondra. Oui, et je crois qu'en 2 ans, que ce soit grâce quand même à quelques médias qui documentent, qui disent les choses, c'est pas tellement horrible, aussi horrible qu'on a décrit les plateaux télé ou certaines interventions ici ou là. L'offre est immense. Et il y a aussi tous ces médias dont on parle beaucoup moins, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont, je ne sais pas, il y a des jeunes qui s'informent complètement à travers des petits décryptages vidéo et ils ont tout compris. Enfin, c'est tellement évident. Là, on est face à une évidence tellement énorme que notre travail de journaliste ne fait que rapporter. On va juste vous montrer ce qui se passe. Alors, il y a, comme tu dis, aujourd'hui, ça déborde tellement, c'est tellement flagrant qu'il y a désormais une espèce de convergence dans le récit et dans les mots, et ce mot génocide qui apparaît de plus en plus. Je crois qu'il y a eu un moment, et je pense qu'Alain y a fait allusion, il y a eu un moment clé où peut-être le récit médiatique a pris du retard. Et on a un peu oublié cette période parce qu'il y a eu une telle accumulation d'horreurs depuis, mais je suis retombé récemment sur un rapport des Nations Unies, d'une agence des Nations Unies, qui racontait les 100 premiers jours de la guerre. Donc les 100 premiers jours de la guerre, ça va jusqu'à la mi-janvier. Et en 100 jours de guerre, il y a eu 22 000 morts à Gaza. Et encore une fois, ce sont les morts comptabilisés par les autorités de santé, donc qui ne comptent pas les morts indirectes et qui ne comptent pas les cadavres restés sous les décombres. Mais donc on était à 22 000 morts mi-janvier. 22 000 morts, c'est un tiers du bilan actuel. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, il y a eu un tiers de ce qui s'est passé en 2 ans en termes de victimes humaines. Et puis, dans ces 100 jours, on a assisté également à la destruction quasi complète du nord de la bande de Gaza, Beit Hanoun et Beit Laïa, qui sont les 2 villes du nord de la bande de Gaza. On a assisté à la première phase de blocus de l'aide humanitaire, qui s'est répétée après, de la même façon que les destructions de villes se sont répétées après cette première phase dans le nord, ça s'est répété dans le sud, à Khan Younes et à Rafah. Et donc, moi, j'ai l'impression que ces 100 premiers jours, qui d'ailleurs, dans le rapport de l'ONU, c'était intéressant, il faisait la comparaison avec d'autres conflits, et il disait que pour retrouver un conflit
qui a été un tel bain de sang, qui a produit un tel bain de sang en une période aussi courte, il faut remonter au génocide du Rwanda. Et donc je pense que dans ces 100 premiers jours, c'est en fait la matrice de ce qui est aujourd'hui désigné de manière quasi unanime par les défenseurs de droits humains comme un génocide. Et à ce moment-là, il y avait, je pense, dans le récit médiatique, encore comment dire, un impact des événements du 7 octobre qui a fait que il y a eu peut-être un retard, une forme de pusillanimité à nommer ce qui se passait et qui était déjà des massacres de très grande échelle. Alors, on va prendre des questions. Voilà, un peu de lumière, merci. Tu donnes la parole à qui tu veux. Levez les mains. Un très énergique là-bas qui se... Madame, là, au fond de la salle. Qui donc? Ah, là-bas, là, il y a deux bras qui sont levés. Comment? Faites court, hein, parce que sinon il n'y aura pas de temps pour la réponse. Bonjour. Je voulais vous demander, vous avez du mal à définir visiblement les attaques terroristes israéliennes, mais moi ce qui m'a profondément choqué, parce que bon effectivement le 7 octobre on en parle, mais l'affaire des beepers du Liban, je veux dire que vous appelez ça comment vous si ce n'est pas une attaque terroriste israélienne depuis 2 ans que subit le peuple palestinien? J'ai deux petites questions. D'abord, le mot équilibré dont vous en avez parlé. Moi, ça m'interpelle parce que, je vous donne un exemple. Quand on veut couvrir une féminicide, on va dire, oh là là, ça fait longtemps, ça fait des jours qu'on condamne le violeur, maintenant on va équilibrer. Donc là, vous ne posez jamais cette question. Donc là, on couvre un génocide, qui est illégal, déjà pour dire, qui est inhumain, qui est interdit. Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez équilibrer quand vous parlez trop du génocide. Ça, j'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus. On va déjà prendre ces 2 questions qui ne sont pas anecdotiques. Première question, je réponds à la deuxième. Quand j'ai dit équilibré, c'est pas de ça que je parlais. Je parle pas de l'équilibre des crimes. C'est pas de ça. Je dis simplement que il y a un souci contestable et qui fait souvent débat, c'est d'essayer d'avoir un certain équilibre dans la couverture du côté palestinien et du côté israélien. C'est juste de donner l'espace respectif. Et c'est pas du tout un équilibre dans le degré de violence ou de crime, etc. On n'est pas, on ne conteste pas cela, je veux dire. La première question, c'était sur la difficulté à parler d'attaques terroristes pour les attaques israéliennes. Non, oui. Ah oui, non, mais attendez. Vous avez posé la question sur les beepers au Liban. Attaque terroriste de la part de l'État. De parler de terrorisme d'État. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez du Liban, il me semble, non? Oui. Oui. En l'occurrence, c'était une attaque. Parce que je ne sais comment dire, le terrorisme d'État n'est pas automatiquement de terrorisme, c'est plutôt un groupe, on ne parle pas de terrorisme d'État. C'est ça la question. C'est une attaque terroriste, oui, c'est une attaque. Oui. C'est juste. Je ne veux pas avoir l'air d'être de la harceler.
Alors, je vais répondre à la question de ces dames qui peut aussi s'adresser au monde. Moi, personnellement, et là, c'est mon avis individuel, je n'aime pas ce terme parce que je trouve qu'il est biaisé. Et je me retrouve totalement dans ce que disait Alain Grèche, du fait que c'est un terme qui vise à disqualifier un acteur, à dépolitiser son action, et que c'est pas notre rôle à nous de journalistes de le faire. Donc si ça ne tenait qu'à moi, on suivrait dans mon journal la politique que suit l'AFP, que suit la BBC, que suit l'agence américaine AP, qui consiste à ne pas utiliser ce terme, mais évidemment à parler de massacre quand il s'agit d'un massacre, à parler de bains de sang, de carnage, d'assassinat, etc. Enfin voilà, des termes qui sont peut-être plus précis à mon sens que le terme terroriste. Maintenant, j'appartiens à un collectif, on est 550 journalistes au monde, et je n'ai qu'une seule voix, donc voilà. Je fais pas à moi tout seul, j'écris pas les règles du journal, on appartient à une collectivité et on est d'une certaine façon tenu à respecter la règle de cette collectivité. Après, pour revenir à l'exemple plus précis des beepers ou alors des actions de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et je pense que ça résume ce qu'on peut penser de ces actions. Oui, Madame Kodmani, je suis là. Au début de votre intervention, vous avez dit je ne me reconnais pas, je ne me suis pas reconnue dans le débat précédent. Alors je voudrais savoir en quoi ne vous êtes pas reconnue dans le débat précédent. Non, je n'ai pas dit que je ne me suis pas reconnue. J'ai dit que le débat précédent, oui, s'est concentré sur les médias, les télévisions, plus exactement, les plateaux de télévision. Écoutez, il ne me semble pas qu'on ait parlé d'autre chose que des plateaux de télévision dans le premier débat. Du moins, on a beaucoup parlé essentiellement de ça. Et on n'a pas exactement le même traitement dans nos journaux, que ce soit Le Monde ou Libération ou d'autres encore. On ne traite pas les choses pareil que sur un plateau de télévision. Et l'idée que, quand on parle aujourd'hui couverture médiatique, on a tout de suite en tête les plateaux de télévision, les débats sur les plateaux, c'est un peu réducteur pour nous. C'est un peu réducteur pour nous. Il y a une offre médiatique diversifiée pour qui veut savoir. Oui, aujourd'hui, on n'a pas seulement les médias, mais je trouve formidable la production qu'il y a sur tous les points de vue, sur tout le conflit, même historique. Une production dans l'édition, dans les livres, des atlas, c'est extraordinaire. Qui veut savoir aujourd'hui, qui veut comprendre, a une offre absolument formidable. Et donc, je dis juste que je ne me reconnais pas. Moi, je ne traite pas tout ce qui s'est passé à Gaza comme on le fait sur un plateau de télé où on essaye de faire le punchline, quoi. Madame, oui. Oui, je voulais juste dire qu'en droit international, il n'y a pas de convention concernant le terrorisme, donc il n'y a pas de définition du terrorisme en droit international. Mais depuis le 11 septembre, eh bien, il y a eu production de textes enjoignant, au niveau onusien, enjoignant aux États de lutter contre le terrorisme, alors même qu'il n'y a pas de définition. Et ça a donné comme conséquence que, par exemple, les États-Unis pèsent sur la production de listes d'organisations terroristes, mais c'est une liste politique. Et de la même façon, l'Union européenne fait également des listes d'organisations considérées comme terroristes. Pour vous donner un exemple, la Turquie pèse évidemment pour que le PKK soit considéré comme une organisation terroriste. Or, tout cela, c'est parfaitement politique. Donc c'est la raison pour laquelle la notion de terrorisme,
il faudrait vraiment la réévaluer parce que ça sert en fait à faire peur à la population et à faire accepter des dérogations au droit commun qui sont parfaitement illégitimes au sens et du droit international et des droits humains en général. Et prenons, il a été dit, et je trouve ça extrêmement intéressant de le rappeler, que l'apologie du terrorisme, la Ligue s'était prononcée, la Ligue des droits de l'homme s'était prononcée contre ce délit, mais encore plus contre la sortie de ce délit de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, parce que de ce fait, le régime protecteur de cette loi ne s'applique pas, on passe en comparution immédiate, etc., alors même que la définition du terrorisme est extrêmement floue, extrêmement large, y compris en droit français. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis américaine, spécialiste, entre guillemets, du monde arabo-musulman. Vous avez, ici, dans cette séance, vous vous êtes bien défendu contre la plupart des critiques de la séance précédente. Ma question porte sur le fait que, comme vous avez avoué, la prise de conscience de la gravité de ce qui se passait était tellement tard pour les médias français. Excusez-moi, c'était vraiment tellement tard. Et même on a dû écouter les gens qui voulaient rattraper leur retard. Pas vous, je ne dis pas ça. Vous deux, vous défendez bien. Excusez-moi, à votre avis, parce que si vous ne regardez pas Al Jazeera, excusez-moi, 24 sur 24, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Ou les réseaux sociaux. Vraiment. Non, ce que vous faites, c'est très bien. Alors, quelle est la raison, à votre avis, de ce retard de presque 2 ans pour vraiment entrer dans la matière? J'ai pas l'impression quand même qu'on a rien compris pendant 2 ans. Mais cela dit, je peux vous dire que moi, je suis addict à Al Jazeera et que je suis tout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'informations et que je vois les choses telles qu'elles sont. Il faut quand même si je vais le dire, même si je vais me faire huer. Je suis encore dans l'idée que j'ai des lecteurs qui ne sont pas nécessairement aussi engagés, aussi avertis, aussi sensibles que nous le sommes dans cette salle. Donc, il y a parfois la nécessité, par envie de faire comprendre au lecteur et peut-être de le gagner et de lui faire comprendre mieux, de ne pas utiliser directement les termes les plus excessifs. C'est juste ça, et c'est un souci que c'est personnel peut-être, parce que je voudrais que les gens comprennent avant de juger, expliquer. On a parlé tout à l'heure, le gros problème, c'est l'ignorance des faits, l'ignorance de l'histoire, comme on a dit que le 7 octobre est parti de rien. C'est pas vrai qu'on a déshumanisé les Palestiniens. Non, il y a eu quand même avant. On a eu Jérusalem, c'était Sheikh Jarrah, la crise qui a duré, c'était en 2022, ça, non? Oui, c'était 2021. Juste 1 an avant. Et c'était quand même des événements qui ont duré un certain temps. C'est juste pour rappeler, c'était les expropriations de maisons dans Jérusalem, ou l'expulsion des habitants palestiniens de certains de leurs maisons, qui avaient entraîné des révoltes à Gaza, qui avaient entraîné des manifestations même parmi les Palestiniens d'Israël. Donc, le fait d'avoir quand même suivi tout ça, c'est pas vrai qu'on a mis 2 ans à découvrir
la réalité ou la violence ou le degré d'atrocité. On a couvert quand même assez régulièrement tout ça et on n'ignore pas. Mais encore une fois, il est important de faire comprendre à ceux qui ne sont pas ni engagés, ni directement sensibles, ni complètement acquis à certaines vérités, leur réexpliquer les bases des choses. Alors, il reste encore 10 minutes, donc questions courtes et réponses courtes. Oui, juste sur cette question, je voudrais ajouter une chose. Je pense que le retard, il est différent en termes d'ampleur selon les médias, mais je pense qu'il y a un domaine qui est assez peu creusé. C'est en fait l'écosystème médiatique, mais ça vient bien au-delà des médias, politiques, culturels, qui a permis ce qui s'est passé à Gaza. Je vous renvoie, il y a un livre de l'anthropologue Didier Fassin qui s'appelle L'étrange défaite et qui est sous-titré de manière très éloquente Réflexion sur le consentement à la destruction de Gaza. Et il dit beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce retard dont vous parlez. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à lire ce livre. Oui, bonsoir à tous, merci pour l'exposé. Vous m'entendez bien là? Oui. Une question, depuis tout à l'heure, on parle du choix des mots dans les journaux, c'est passionnant. Je me demandais le choix des images aussi. Avec Nicolas, tu ramènes souvent donc des photos du terrain. Je me demandais sur le choix, est-ce que certaines rédactions, tu sens qu'elles sont plus ou moins frileuses pour certaines photos, pour mettre en avant, je ne sais pas, la violence de Tzal, par exemple? Est-ce que parfois c'est trop pour elles? Est-ce que, de la même manière qu'on parle du choix des mots, est-ce que tu sens qu'il y a une forme de, pas de censure peut-être, mais de choix et d'angle très précis à ramener à chaque fois, quitte à mettre sous silence une autre réalité? Ben, nous, sur le terrain, en vrai, c'est vrai que des fois, on sent un décalage avec les rédactions, mais pas toutes les rédactions d'ailleurs, qui sont sur Paris ou ailleurs, et on sent une frustration, mais et en même temps, c'est normal, parce qu'on est dans le truc, donc on vit le truc différemment, et c'est vrai que des fois, on a l'impression que ce qu'on envoie, moi, par rapport au choix photo, j'ai un magazine américain un jour où c'était justement une attaque de colons, et ils avaient publié une photo où, en fait, j'essayais justement d'expliquer dans l'article que maintenant les colons, c'est eux qui étaient avec des tenues de militaires, qui étaient armés et qui contrôlaient les villages palestiniens en zone C. Et donc j'avais mis cette photo dans un jardin palestinien et j'avais mis cette photo du colon armé en tenue militaire qui était quasi collé à moi, puisque comme beaucoup de colons maintenant, pour mettre des coups de pression aux journalistes, ils viennent nous contrôler les passeports, ils nous prennent en photo avec nos passeports comme ça et nous disent voilà, maintenant on a ta photo, et les colons connaissent nos prénoms, connaissent nos noms de famille. Moi des fois ils m'appellent Nicolas Cortés, on te suit sur Instagram, il y a toujours des coups de pression comme ça. Et donc c'était pour moi une image hyper importante qui illustrait très bien l'article en fait, d'un colon en tenue militaire avec un fusil d'assaut dans un jardin palestinien qui contrôle un journaliste international. Et cette photo, elle a été mise et 2 jours après, elle a été supprimée. Je ne sais pas pourquoi, ils ont mis un grand plan large. Donc moi, j'ai demandé pourquoi la rédaction. On m'a dit la photo est beaucoup plus forte et elle correspond mieux, elle illustre beaucoup mieux l'article. Parce que moi, je n'étais pas du tout d'accord. Mais oui, on a l'impression des fois genre que quand il y a Aouda qui a été assassiné il y a 3 semaines à Massa Feriata, il s'est pris une balle dans le cœur par un colon israélien qui est d'ailleurs le lendemain était libre. Ben, dans certains médias, il y en a qui ont écrit un jeune palestinien a été tué. Non, il n'a pas été tué, il a été assassiné. Quand les médias disent oui, en Cisjordanie, non, c'est pas en Cisjordanie, c'est en Cisjordanie occupée. En fait, c'est des mots qui sont importants à ne pas oublier, je pense, et qu'il faut. C'est pas la Cisjordanie, c'est la Cisjordanie occupée. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier quand on publie des articles, tout ça. Et il y a une différence aussi, ouais, quand on dit des mineurs, 2 mineurs sont morts en Cisjordanie. Non, c'est des enfants, pareil, qui ont été assassinés par des snipers israéliens. Et ouais, et du coup, ouais, nous, des fois, il y a des espèces de frustration où tu vis le truc d'une manière
et peut-être on attend un peu trop et en fait quand l'article sort ou quand les photos sont publiées, chaque fois je me dis mais je comprends pas le choix de la photo, pourquoi cette photo qui a été choisie. Donc des fois je me dis je réduis mon editing, au lieu d'en envoyer 30, j'en enverrai que 10, mais les 10 meilleurs au moins il y aura plus cette espèce de frustration. Et c'est une frustration que tout le monde a un peu sur le terrain en fait, où quand on lit nos articles ou même quand je lis d'autres articles dans la presse française, et encore une fois je ne pointe pas du doigt toutes les rédactions, mais des fois, je tombe un peu de haut. La dernière fois, j'ai lu un article, c'était on a envoyé notre reporter dans les territoires israéliens et cisjordaniens. Je fais non, mais j'étais là, je fais mais les territoires cisjordaniens. Je me suis dit, même là, la rédaction a peur de dire les territoires, enfin pas peur, mais n'utilise pas les bons mots. Hein. En fait, les territoires palestiniens. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser certains mots. Et je pense qu'on a trop peur d'utiliser certains mots dans la presse des fois. Et je pense que c'est hyper important de la Cisjordanie, c'est la Cisjordanie occupée. C'est pas les territoires cisjordaniens, ça n'existe pas. C'est les territoires palestiniens. Donc je pense que c'est là. Bonjour, merci au fond là-bas. Alors, nous, on est des personnes qui venons de sortir de master de journalisme. On a été invités par Madame Pradalier, notamment parce qu'on a contribué à écrire des tribunes qui ont été publiées notamment par l'Humanité, Blast et Acrimed, notamment qu'on remercie, parce que certains médias ici présents n'ont pas voulu les publier alors qu'il y a plus de 600... Enfin, c'est pas très important. Mais il y avait 600 signataires pour les 2 tribunes. Voilà pour un peu d'éléments de contexte. C'est juste pour mentionner que c'est un point qui a vraiment été... qui a porté à ébullition un peu tous les débats qu'il y a eu au sein des écoles de journalisme, notamment parce que dans beaucoup d'écoles, on estime qu'on n'est pas correctement formé sur ça. Monsieur Charon en parlait tout à l'heure, et je pense que ça fait partie d'un espèce de désamour du métier pour les jeunes. Voilà pour un peu de contexte. Et je voudrais juste poser une question. En fait, je trouve qu'il y a quand même une grosse inertie des médias depuis 2 ans qui font des éditos, des tribunes, ce qui est très bien, mais quand même peu d'action, j'ai l'impression, et je trouve qu'on sous-estime le pouvoir des médias. On dit beaucoup qu'on est des contre-pouvoirs de la démocratie. Or là, j'ai l'impression qu'on exprime peu le pouvoir des médias. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des journalistes occidentaux qui partent en bateau, comme l'ont fait certains militants ou politiques élus, et qui réclament de briser le blocus médiatique sur Gaza? Je ne parle pas de militantisme, je parle de notre travail, de notre profession qui est menacée. Depuis 2 ans, on n'a pas accès à ce territoire. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des journalistes du New York Times, de la BBC, du Soir, etc., qui partent pour Gaza? Et je pense qu'Israël n'aurait aucun intérêt à attaquer des journalistes du monde entier qui viennent. Des militants, c'est autre chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des actions plus concrètes pour réclamer notre devoir à travailler et à faire notre métier. Voilà. Il n'y a pas de journalistes dans les bateaux, là? Je pense qu'il y en a. Je pense journalistes sur le bateau. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut aller à Rafah. J'ai essayé d'aller jusqu'à la frontière de Gaza. Comment on peut entrer? Comment on peut s'imposer? Je comprends pas. Sur la flottille, je crois qu'il y a plusieurs journalistes qui sont. Il y a aussi... C'est pas que des militants. Enfin, c'est des militants, oui, bien sûr. Il y a des stars, il y a des gens du cinéma, il y a des écrivains, il y a des... On essaye, on a fait, voilà, la preuve, pas mal d'actions, et je crois que Benjamin en a entrepris quelques-unes, de solidarité avec Gaza, avec les journalistes de Gaza. Je vois pas, on peut pas s'introduire même violemment. On peut pas rentrer même. Je crois, j'avais couvert au Caire l'année dernière quand il y a eu une tentative de marche sur Gaza. Elle s'est arrêtée même pas à la sortie du Caire. Je suis allée spécialement en Égypte pour couvrir cette manifestation en espérant que
on irait un maximum. Mais bon, là, ce sont les services égyptiens qui ont démantelé la manifestation avant qu'elle ne parte, avant que la marche ne puisse démarrer. Et sur la question de la flottille, plus précisément, il y a des bateaux de journalistes à part entière et pas de militants qui sont en train de se monter. Et je pense qu'il y aura des journalistes sur ces bateaux-là. Oui, il y en a déjà dans la flottille actuelle, le Somoud qui est en train de diriger. Il y a plusieurs journalistes. Moi, je suis Frédéric Lebrun du collectif Reporters Solidaires et aussi, je suis aussi adhérente au SNJ. Je voulais d'abord répondre à l'étudiant en journalisme. Il y a une vingtaine de journalistes aujourd'hui qui sont répartis sur plusieurs bateaux de la Somoud Flotilla pour Gaza. Certains de leurs bateaux ont aussi été attaqués, donc Israël ne s'est pas arrêté à ça. Et rien ne les arrêtera d'autres que des sanctions. Comme l'a dit un excellent édito du Monde cet été, on pourra faire toutes les tribunes qu'on veut. S'il n'y a pas de sanctions contre Israël et s'il n'y a pas un mouvement beaucoup plus global de sanctions et d'arrêt des ventes d'armes à Israël, et je le dis même en tant que journaliste, parce que même en tant que journaliste, on peut avoir cette posture-là et cette opinion-là, eh bien, rien n'arrêtera Israël. Alors après, moi, j'ai deux questions pour les journalistes qui sont ici présents. Parce que justement, en tant que reporter solidaire, on va beaucoup dans les manifestations qui sont organisées par des gens qui veulent dénoncer le génocide à Gaza. Et il y en a beaucoup des manifestations qui sont invisibilisées par une grande partie de la presse. Et c'est honteux, c'est vraiment honteux, parce qu'à la fois, on accueille le porte-parole de l'armée génocidaire, le porte-parole francophone de l'armée génocidaire sur les plateaux, comme l'ont dénoncé les personnes qui étaient à la première table ronde. Mais par contre, on n'invite jamais ceux qui dénoncent le génocide et ceux qui veulent rappeler le droit international, ou en tout cas, on les appelle beaucoup moins. Et donc, je voudrais quand même poser la question aux journalistes ici. Plutôt que d'être sur une posture très défensive, comme vous l'êtes quand même, madame, alors qu'il y a quand même matière, bon sang, à critiquer cette couverture médiatique. Et d'ailleurs, on était là pour ça. Je veux dire, quand Libération fait une première une sur Gaza en disant 30 000 morts à Gaza, alors que en les réduisant juste à une statistique, alors que pour l'Ukraine, on a des histoires de vie. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On a des histoires de vie. On a des noms et des prénoms d'Ukrainiens qui sont tués dans les bombardements russes. Mais pour la Palestine, c'est des chiffres. Ça aussi, c'est honteux. Et donc, je vais vous dire ce qui se dit dans les manifestations. Et même si ça ne vous fait pas plaisir, il faut quand même l'entendre. Et on a besoin de faire pas seulement ce mea culpa, mais je veux dire de dépasser ça et d'entendre ces critiques. Dans les manifs, on entend médias complices. On entend médias dites la vérité. On entend médias menteurs. Trop facile, ça. Complices des tueurs. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des médias qui en sont à tellement déshumaniser les Palestiniens que, en fait, on ne peut pas créer, comme vous disiez tout à l'heure, il faut être pédagogue, des gens ne sont pas prêts à recevoir un certain discours, etc. Mais bon sang, déjà, il faut dire la vérité, il faut dire les faits. Et je voudrais reparler des injonctions sémantiques. Nous, à Reporters Solidaires, on nous a un peu reproché de focaliser sur le mot génocide et de vouloir à chaque fois, dans nos communiqués et dans les communiqués qu'on proposait aux organisations de journalistes, de parler d'actions génocidaires, de génocide, etc. Mais les injonctions sémantiques, je veux dire, il ne s'agit pas d'injonctions sémantiques quand on demande à des médias de reconnaître des faits avérés. Et par contre, les injonctions sémantiques, là où elles existent, c'est quand il y a des gens qui vont sur les plateaux télé et qu'ils s'en font virer ou qu'on leur coupe le micro parce qu'ils parlent de génocide. Parce qu'ils dénoncent la présence d'un porte-parole d'une armée génocidaire. Alors moi, ce que je voudrais aussi demander maintenant, et c'est ma deuxième question aux journalistes, maintenant que vous avez entendu tout ça, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui par rapport à cette présence des pro-génocidaires sur les plateaux? Non, mais
Mais on attends, est là pour dénoncer. Frédéric, il n'y a que 2 journalistes là, donc Oui, on n'est pas des journalistes de télévision. Il y a des journalistes dans la salle. Il y a des journalistes dans la salle. Je pense que c'est important de relayer tout ce qui se passe pour Gaza et toutes les mobilisations qui dénoncent le génocide. Frédéric. Merci Non, Frédéric. je vais pas répondre dans le détail, je comprends, bon, c'est très bien. Je fais mon métier du mieux que je peux. Je ne me justifie pas. Je voulais juste vous donner un exemple. Cette histoire de 30 000, de la une qu'on a fait à Libé sur 30 000 morts, quand 30 000 morts, on a pensé que c'était le chiffre qui vraiment résumait déjà combien c'est choquant. Eh bien, je peux vous dire qu'on nous est tombé dessus en nous disant « Ah, mais c'est les chiffres du Hamas ». Alors, pour vous dire qu'on peut avoir des interprétations très différentes. Et par ailleurs, j'imagine que dans les pages qui suivaient la une, il y avait des témoignages. Et c'était humanisé. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai passé le premier quart d'heure à vous expliquer que notre priorité sur la couverture, c'était d'entendre, de faire passer les témoignages et les voix de Gaza et d'essayer de par tous les moyens de contacter les gens et d'avoir des récits entiers. Mais on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez. C'est possible. Mais on est obligé de faire notre métier. On n'est pas uniquement des militants. Je sais que c'est très frustrant. Il y avait encore beaucoup de questions, il y avait encore beaucoup de réponses, mais on doit rendre la salle à 19h. Il est 19h. Je tiens à remercier tous les participants dans le public et aussi à la table, et également le Théâtre de la Concorde qui nous a généreusement prêté cette salle pour permettre à ce colloque de se tenir. Et je pense que tout ce qui a été dit et entendu aujourd'hui servira dans les jours et les semaines qui viennent.